Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Carrières-sur-Seine pour cette cérémonie des vœux 2024. Je voudrais vous réserver vos premiers applaudissements pour le quartet du Jazz Club de la Boucle qui nous a accompagnés ce matin pendant ce début de cérémonie. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie des vœux 2024, la première depuis le début de ce mandat entamé en 2020. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite à nouveau à chacun et à chacune une très heureuse nouvelle année. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette cérémonie Marie Lebec, ministre chargée des relations avec le Parlement français et toujours députée de notre circonscription. Jean-Éric Vinclair, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye. Martha Tsidrack, qui nous fait l'amitié de venir jusqu'à Carrières-sur-Seine, qui est sénatrice des Yvelines. Mes chers collègues conseillers régionaux, Jean-Roger Davin, maire de Croissy-sur-Seine et vice-président de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine. Huguette Fouché, premier maire adjoint au maire de Montesson. Mes chers collègues, maire de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine. Pierre Font, tout d'abord, président de la CSGBS, premier vice-président du conseil départemental des Yvelines et maire de Sartrouville. Éric Dumoulin, maire de Chatou, conseiller départemental et vice-président de la CSGBS. Et enfin, Bruno Corradetti, maire du Vésinet et vice-président de notre communauté d'agglomération. J'accueille également, mesdames et messieurs, les représentants de la sécurité publique, Nabila El Ghazouani, commissaire de police de l'agglomération de Sartrouville, Laurent Harlet, commandant de la police nationale de l'agglomération de Sartrouville, Pedro Galado, chef du centre de secours de Chatou, Clément Carton, adjoint au chef du centre de secours de Chatou, mesdames et messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux des villes voisines, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, chers Carillonnes, chers Carillons. Souvent, les orateurs aiment citer un personnage célèbre pour appuyer un propos ou clôturer un discours, à moins que ce ne soit pour impressionner leur auditoire de leur vaste culture. N'étant pas coutumier de cette pratique, pas plus que prétendant faire partie du camp des grands orateurs, je vais commencer par une citation, de peur de l'oublier d'ici la fin de mon propos, ou plus sérieusement, parce qu'elle illustre assez bien ma conception de l'engagement en politique. Ainsi, Charles Péguy écrivait « Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Ainsi, mon propos de ce matin sera fidèle à cette citation de Charles Péguy, auteur engagé et mort pour la France en 1914, au champ d'honneur à 41 ans, en début de la Première Guerre mondiale. Simple et sincère pour vous livrer sans phare et en toute transparence ce qu'il en est de la gestion de notre ville et accessoirement des affaires de notre pays. Cette année sera riche en événements politiques car plus de la moitié de la population mondiale va élire ses représentants. Ces scrutins, principalement présidentiels et législatifs, seront organisés dans 68 pays, notamment en Inde, au Mexique, en Indonésie et en Russie, mais aussi au Pakistan et au Bangladesh, sans oublier en point d'orgue les États-Unis en novembre, soit 7 États sur 10 des plus peuplés du monde. Si certaines de ces élections sont déjà jouées d'avance, les élections américaines de novembre prochain constituent un enjeu politique élevé et majeur pour l'Europe en raison d'une éventuelle révision du soutien financier et militaire apporté à l'Ukraine par les États-Unis. De leur côté, les élections du Parlement européen en juin interviennent après plusieurs séquences qui ont révélé des failles si béantes dans le fonctionnement de l'Europe qu'elles seront au cœur de la prochaine campagne électorale. D'abord, la crise du Covid a mis en exergue, à la grande surprise de tous, une première faille en matière de santé, quand masques et médicaments
ont commencé à manquer cruellement. Cette situation impensable a apporté la démonstration implacable de ce que le dogmatisme de la mise en concurrence systématique peut engendrer de néfaste pour la sécurité des Européens. Ainsi, le concept de souveraineté est brutalement revenu en grâce, alors qu'il avait été moqué et ringardisé sans ménagement précédemment. Ensuite, la crise migratoire démontre chaque jour que l'absence de frontières ou sa délégation aux limites de l'Europe est un non-sens absolu. Face à la passoire qu'est l'Europe, nous ne pouvons malheureusement pas compter sur le gouvernement pour protéger les Français. En effet, en transférant au Conseil constitutionnel la décision d'assumer à sa place une orientation politique définitive sur ce sujet essentiel, le gouvernement démontre une lâcheté assez incroyable au moment où les Français attendent au contraire fermeté et clarté dans les actes. Après un travail parlementaire assez intense qui avait débouché sur un vote sans appel de 349 voix pour et 186 contre, exprimant nettement la volonté du peuple français, le gouvernement s'est ensuite défaussé, trahissant honteusement la volonté populaire. Même si c'est leur lecture du droit, n'oublions pas que le Conseil constitutionnel est dirigé par un socialiste et peuplé majoritairement des gens de gauche. La censure de la volonté du peuple par le gouvernement des juges est un très mauvais message qui ne sera pas sans conséquence. Car chaque jour, cette vague migratoire submersive sans précédent provoque des violences inouïes commises par des barbares, violences jusque-là inconnues dans notre société française. Et ceci sans compter sur les futurs réfugiés climatiques issus du réchauffement planétaire qui est en cours. Sans faire de mauvais jeu de mots, ce sujet migratoire est plus brûlant que jamais. Enfin, troisième faille dans le fonctionnement européen, l'absence de politique énergétique commune et de stratégie diplomatique en dehors d'appliquer celle des États-Unis que nous payons aujourd'hui collectivement au prix fort. Ainsi, les conséquences douloureuses de la crise énergétique née de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puis l'adoption de sanctions font l'affaire de tous, sauf de l'Europe. Observez comme cette situation profite aux États-Unis qui n'ont jamais vendu autant de pétrole et exporté autant d'armes. Un exemple pour illustrer notre absence de coopération intra-européenne sur des sujets stratégiques. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les achats d'armement réalisés par les pays de l'Union européenne ont été effectués à 78% avec des acteurs non européens. Observez aussi comme les sanctions sont assez indolores pour la Russie, alors que notre toujours modeste ministre des Finances prédisait en 2022 qu'elles allaient, je le cite, provoquer l'effondrement de l'économie russe. Je ne prétends pas qu'il ne fallait pas réagir face à l'inexcusable et ignoble agression russe, mais il fallait commencer par protéger les intérêts européens. Ainsi, cette crise énergétique a engendré un retour brutal de l'inflation, bouleversant le quotidien des ménages, des entreprises, des collectivités locales, mais j'y reviendrai. Et pour y répondre, l'État a fait des chèques, tous azimuts, sans à peu près aucun contrôle. En plus de ces trois crises, du Covid, migratoire et énergétique, l'angélisme, voire la naïveté confondante des dirigeants européens surprend toujours. Face à la duplicité permanente des Chinois d'abord, ensuite par l'inflation normative délirante appliquée aux seuls producteurs européens, comme le relève brutalement la crise agricole, ou enfin face au colossal plan de relance budgétaire américain de 370 milliards de dollars pour financer la politique industrielle verte des États-Unis, nouvel avatar du protectionnisme. Vous l'avez bien compris, l'enjeu de ces élections européennes n'a probablement jamais été aussi élevé. Il s'agit de transformer ni plus ni moins, enfin, l'Union européenne, ce nain politique qui n'est aujourd'hui rien d'autre qu'un vaste supermarché, en une véritable puissance qui impose le respect, à défaut de crainte, grâce à une armée de véritables frontières, une politique énergétique commune, une stratégie politique lucide et cohérente,
et une politique agricole privilégiant nos agriculteurs et non les étrangers produisant avec des normes interdites dans le marché commun. Bien évidemment, ceci est aussi valable pour notre industrie et l'innovation qu'il faut développer ou rapatrier sur le sol européen en jouant plus que jamais collectif pour exister demain. Demain, pour nous Français, est une année historique, car la France accueille les Jeux olympiques et paralympiques et pour la 3e fois de son histoire après les éditions de 1900 et de 1924. Celle de 1900 est une édition méconnue car elle était couplée à l'exposition universelle et vous l'ignorez peut-être, mais ce fut la 2e édition de l'ère moderne des Jeux olympiques et surtout la première accueillant des femmes. La ville de Carrières-sur-Seine, dont la vitalité sportive est très forte, s'associe à cet événement historique et planétaire. À cette occasion, elle a été labellisée Terre de Jeux et met en place diverses animations autour du sport et du handicap dans les équipements municipaux. Nous souhaitons évidemment que cet événement soit une réussite pour notre pays et que nos athlètes soient récompensés à la hauteur de leurs efforts pendant cette fête mondiale du sport. Permettez-moi tout de même de regretter la décision du comité d'organisation olympique d'écarter certaines disciplines comme le karaté, un art martial traditionnel, au profit d'autres comme le breaking, danse hip-hop, qui ne sera même pas aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Concernant l'attribution de médailles, la France a déjà pris de l'avance et nous nous en serions volontiers bien passés. Première médaille d'or, celle des impôts, avec un taux de prélèvement obligatoire représentant 48% du produit intérieur brut. Pour comparatif, en 1960, nous étions à 30% et en 1973 à 34%. Mesurez le chemin parcouru. Pour mémoire, en 1974 était voté le dernier budget français à l'équilibre. Cela fait 50 ans. Et ça explique ce qui va suivre. La 2e médaille d'or est celle de l'endettement, car c'est à partir de cette période que notre pays va glisser irrémédiablement dans une spirale infernale et incontrôlée d'endettement. Avec une accélération dramatique ces 15 dernières années, la France a accumulé de tels déficits que notre pays compte désormais 2 fois plus de dettes que notre voisin allemand, alors que nous étions au même niveau il y a 15 ans, en 2008. La conséquence, mes chers amis, c'est que la dette de la France représente près de 3 100 milliards d'euros aujourd'hui, avec une accélération phénoménale ces 4 dernières années où toutes les digues du bon sens budgétaire, s'il en existait encore, ont été rompues. En effet, plus de 20% du stock total de la dette française a été contracté depuis 2020. Comment exprimer le mieux l'idée que c'est un danger extrême pour notre pays? Nous devons, chacun d'entre nous doit, aujourd'hui, 45 000 € en prenant la dette par habitant. C'est colossal, n'est-ce pas? Cette dette, c'est 27 fois plus qu'en 1978 et surtout, elle a doublé en 15 ans à coup de déficit budgétaire annuel ahurissant. Rendez-vous compte, ces dernières années, le budget a été construit sur à peu près la base suivante. Pour que tout le monde comprenne, parce que sinon on est régulièrement abreuvé de pourcentages en tout genre qui finissent par perdre tout le monde. Mais là, je pense que vous allez tout de suite saisir à quel point on marche sur la tête. Pour 100 € de recettes qu'il perçoit, l'État en dépense 145, à peu près. Qui peut espérer raisonnablement tenir avec une telle frénésie dépensière? Et combien de temps? Une entreprise? Un ménage? Une collectivité? Jamais, bien sûr. Et qui va récupérer cette ardoise? Nos enfants. Donc, vous l'avez compris, pour financer des dépenses publiques toujours plus importantes, l'État prélève toujours plus d'impôts. Et comme cela ne suffit pas, il s'endette à tour de bras, à un rythme frénétique, accumulant ainsi une dette colossale qui sera l'héritage funeste des générations futures. C'est une honte. J'irai même plus loin. C'est un crime financier qu'il faut stopper au plus vite. Mais comment? Faire ce que personne n'a essayé d'entreprendre depuis des décennies. Je vous cite rapidement 2 pistes d'économie véritablement efficaces, mais jamais engagées pour réformer notre État obèse et dépensier. Première piste, supprimer une myriade d'agences inutiles qui pullulent en son sein. Il en existe plus de 1200 qui représentent, tenez-vous bien, plus de 80 milliards
budget annuel avec près de 480 000 agents, à fusionner avec les ministères correspondants. Deuxième piste, supprimer certains des échelons de l'administration française. Régions, métropoles, départements, intercommunalités, syndicats, villes. Tout ceci est pléthorique, coûteux et surtout totalement incompris du citoyen. Et bien entendu, du coup, cela participe à sa désaffection électorale. La bureaucratie tentaculaire qui en découle est devenue un enfer pour tous, entreprises, ménages et même pour les élus locaux que nous sommes. Arrêtons d'emmerder les Français, comme le disait le président Pompidou, et faisons donc confiance à l'individu, aux entrepreneurs et aux maires pour donner du sens au collectif et du souffle à notre pays. Cela paraît simple, mais la vertu qui manque pour réaliser ces nécessaires changements est rare. Rare surtout en politique, et principalement à la tête de l'État. C'est un peu comme le Dahu en montagne. Beaucoup en parlent, mais personne ne l'a réellement vu. Et pour cause, c'est un animal imaginaire. Cette vertu, c'est le courage, inexistant à la tête de l'État depuis 50 ans, comme j'ai déjà eu l'occasion de rappeler ici lors de précédentes cérémonies. Alors comment, ce début d'année, nous regorgeons tous d'optimisme, escomptons néanmoins que dans un avenir proche, que cette vertu cardinale retrouve des couleurs dans la conduite des affaires nationales. J'en doute, mais bon. À Carrières-sur-Seine, nous faisons preuve depuis 15 ans d'une grande constance fiscale, à défaut de l'État, et d'une très grande modération dans nos dépenses. Ainsi, la taxe foncière n'a pas progressé depuis 2008, et nous l'avons même baissé de 10% en 2019. Cette politique est le fruit d'une gestion très rigoureuse des finances de la ville, caractérisée par une maîtrise de notre masse salariale, dont l'évolution ces 4 dernières années a été 3 fois moins rapide que celle de l'inflation, et qui se situe, tenez-vous bien, au même niveau qu'à l'arrivée de l'équipe municipale en 2008. Gérer une ville, c'est être rigoureux et c'est aussi anticiper. Ainsi, en 2022, lorsque les taux d'intérêt étaient au plus bas, nous avons contracté des emprunts en prévision des investissements ultérieurs. Anticiper, c'est déjà ce que nous avions fait en bloquant pour 4 ans les prix du gaz en 2020, pendant la crise du Covid, à l'époque où les prix étaient au plus bas. Cette dernière initiative nous a permis d'économiser près de 400 000 € en 2023 et d'atténuer l'impact de la crise énergétique et les répercussions de l'inflation sur le budget communal. Car ce retour brutal de l'inflation a eu des répercussions sur l'ensemble des dépenses budgétaires, dont la masse salariale. En effet, l'État a décidé à 2 reprises, en 2022 et en 2023, de revaloriser le traitement des agents publics en milieu d'année, donc après le vote du budget communal annuel. Cette décision, bien que légitime, fut d'une rare désinvolture. Je décide, tu paies. C'est un peu brutal comme gestion de la relation État-collectivité, n'est-ce pas? En réalité, nous ne devrions pas nous étonner. D'une part parce que les relations entre l'État et les collectivités locales n'ont jamais été aussi mauvaises, et ce, en raison d'un mépris ostentatoire et manifeste du chef de l'État qui maltraite les collectivités locales assidûment depuis 2017 en accélérant le désengagement de l'État avec constance et application. Nous ne cessons jamais de le suppléer dans ses missions. J'en citerai 2 parmi les plus essentielles, la santé et la sécurité. Sans la création du centre médical et le renforcement de notre police municipale, la qualité de vie, mes chers amis, à Carrières-sur-Seine ne serait pas la même. Pour couronner le tout, l'État nous prive de ressources avec, par exemple, la disparition de la taxe d'habitation, certes agréable pour le contribuable, mais qui a créé 2 catégories de citoyens distinctes. Ceux qui financent les services publics locaux, par la taxe foncière donc, et ceux qui bénéficient également de ces services publics, ce qui est normal, mais qui ne payent rien. De plus, l'État organise depuis 2013 l'asphyxie des communes par l'effondrement de sa principale dotation qui s'appelle la dotation globale de fonctionnement, comme l'illustre le graphique ici. Cela représente 1,6 million de pertes de recettes pour la ville de Carrières depuis cette période, et qui a donc augmenté régulièrement, et cela représente en cumulé près de 12 millions d'euros en 10 ans. 12 millions d'euros, c'est l'équivalent de 3 centres médicaux. Mais comme ce n'était pas suffisant, il a créé pour certaines communes des prélèvements dont un répondant à l'acronyme de FPIC. Là, je vous demande de bien vous accrocher parce qu'il faut être attentif. Le FPIC, c'est un fonds national de
péréquation des ressources intercommunales mis en place en 2012 et grâce auquel chaque année l'État prélève éhontément plus de 400 000 € dans les caisses de la ville de Carrières-sur-Seine. À quel titre, me direz-vous, cher Carillon? Parce que notre ville est considérée comme suffisamment riche pour verser cette somme à des communes qui le sont moins, sur la base d'un potentiel fiscal dont personne n'est réellement capable d'en expliquer le calcul. L'Association des maires de France avait présenté l'objet et le fonctionnement du dispositif, dont voici le mode de calcul. Je vous le livre pour que vous puissiez apercevoir l'univers kafkaïen qui est devenu la gestion d'une collectivité. Je mets au défi les plus matheux d'entre vous de bien comprendre de quoi il s'agit. Et je ne ferai pas comme à l'école en ramassant les copies à la fin de mon propos. Mais si quelqu'un a tout bien compris et peut le résumer en une phrase simple, je le prie de bien vouloir envoyer un mail à Carrières-sur-Seine, à mairie@carrières-sur-seine.fr. Alors, l'argent collecté par cet outil délirant et inique qu'est le FPIC est donc censé profiter à des populations défavorisées. Pour autant, à Carrières-sur-Seine, nous avons un quartier de population défavorisée parfaitement éligible. Il s'agit du quartier des Alouettes, qui comprend 900 logements sociaux, d'ailleurs qualifié par l'État lui-même de quartier prioritaire de la politique de la ville, comme 1500 autres quartiers de cette nature en France, et dont la principale caractéristique est la concentration de pauvreté. Alors, donc, allez comprendre pourquoi ce prélèvement au titre du FPIC est appliqué à Carrières-sur-Seine, alors que nos populations défavorisées n'en bénéficient pas. Alors, pour moi, il s'agit ni plus ni moins que d'un racket inacceptable, dont le cumul représente 3,5 millions d'euros volés à la ville de Carrières-sur-Seine depuis 2012. Nous aurions d'ailleurs bien eu besoin de cet argent pour rénover le quartier des Alouettes abandonné par l'État et dont la ville a entrepris la rénovation avec le seul concours très précieux du bailleur social Séquence. Mais comme si cela ne suffisait pas, l'État vient de décréter la carence de la ville en logements sociaux, doublant par là même la pénalité acquittée pour non-atteinte du taux de 25% de logements sociaux au titre de la loi SRU, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Notre ville détient néanmoins 21% de logements sociaux, ce qui reste supérieur au taux légal précédent de 20% avant son augmentation du jour au lendemain en 2013 par la loi Duflot. Donc, l'État prélèvera en 2024 sur vos impôts près de 135 000 € parce que nous préférons, à Carrières-sur-Seine, nous occuper des conditions de la vie des Carillons les plus démunis plutôt que d'en accueillir d'autres sans en avoir les ressources, puisqu'elles ont été supprimées par l'État en faisant notamment disparaître la taxe d'habitation. C'est QFD. En résumé, depuis 10 ans, grâce à ces deux prélèvements, l'État a privé notre ville de 5 millions d'euros de recettes et, tenez-vous bien, a multiplié par 8 le FPIC, soit une augmentation de 700%. Ce que j'expose ce matin devant vous a d'autant plus de relief que notre ville a subi l'été dernier des émeutes dans le quartier des Alouettes. Et je ne suis pas prêt d'oublier ces semaines de tension qui m'ont valu quelques nuits blanches passées aux côtés de notre police municipale. Tous les éléments que vous voyez ici sont ceux que j'ai pris moi-même sur place, vidéos, photos, etc., au cœur de la tension. La place au feu après les émeutes de la nuit. Je tiens ici à saluer nos forces de police, qu'elles soient municipales ou nationales, les pompiers et les services d'astreinte de la mairie pour leur action et leur courage, surtout leur courage, permettant d'éviter une catastrophe. Vous pouvez les applaudir. Pendant cette période critique, j'ai choisi volontairement de ne rien communiquer, afin d'éviter toute interprétation prise comme une provocation et protéger ainsi nos bâtiments publics. C'est la première fois que ces éléments sont montrés. Car l'une des plus graves conséquences de ces émeutes se matérialise aujourd'hui, pour nombre de communes, par le fait qu'elles ne disposent plus d'assureurs pour assurer leurs bâtiments publics. Fort heureusement, les dégâts occasionnés à Carrières-sur-Seine n'ont pas été trop conséquents, notamment parce que nous avons anticipé
et nous n'avons pas attendu les émeutes pour renforcer nos effectifs de police municipale. Nous poursuivons également le déploiement de la vidéoprotection avec 75 caméras réparties sur 47 points et nous venons de mettre en place la vidéo-verbalisation. Comme je l'ai dit précédemment, la sécurité est une compétence de l'État pour laquelle nous ne cessons de le suppléer car la sécurité est la première de nos libertés. L'absence de l'État, nous l'avons également ressenti dans la gestion de la santé publique. En effet, l'accès aux soins est devenu un sujet majeur d'inquiétude pour les Caraïons ces dernières années. La pénurie de médecins nous a affectés comme pratiquement toutes les villes de France. De nombreux médecins sont effectivement partis en retraite et le risque de ne plus pouvoir consulter de professionnels de santé se matérialisait chaque jour de plus en plus. Nous avons donc décidé de dépasser les compétences de la ville et de mettre en œuvre la construction du centre médical Francine Leca, que je remercie encore infiniment nous avoir accordé de prendre son nom. Je salue dire son fils qui est parmi nous ce matin, cher Orso. Merci donc au département et à la région Île-de-France d'avoir soutenu notre ville dans ce projet essentiel. Le centre médical est ouvert depuis janvier 2022 et est aujourd'hui occupé à 100% avec ses 29 praticiens. Voici une vidéo qui retrace cette réalisation. La santé est intimement liée à la pratique d'une activité sportive et à Carrières-sur-Seine, le sport a une place importante, quelle que soit la discipline et les capacités de chacun. Notre action vise à permettre l'accessibilité du sport à tous et elle se traduit par la mise en place d'équipements gratuits en accès libre et par la réhabilitation d'équipements existants. Ainsi, 2 plateaux sportifs en plein air appelés Street Workout ont été installés place des Fêtes et place de la Comédie. Nous avons également agrandi le complexe sportif des Amandiers avec la construction d'un 3e terrain de tennis couvert, d'une tribune et d'un clubhouse pour la section football. Cette extension intègre une dimension environnementale puisque le toit du 3e court de tennis couvert accueille des panneaux photovoltaïques permettant une production électrique qui profite à l'ensemble du site où nous avons planté de nouvelles essences d'arbres. Parmi les autres projets, nous aurons le plaisir d'inaugurer cette année 3 nouveaux équipements publics dans le quartier des Alouettes. Une crèche, baptisée Petit Bonhomme, une ludothèque et un espace de vie sociale dont voici le chantier résumé dans cette vidéo. Depuis le début du mandat, dans ce même quartier, nous avons procédé au regroupement de l'école maternelle des Alouettes et de l'école élémentaire Jacques Prévert dans un bâtiment entièrement rénové. Au chapitre des grands sujets, le chantier majeur de cette deuxième partie de mandat sera la rénovation et l'agrandissement du gymnase de l'Ardente et la création d'une médiathèque, en lieu et place de celle qui existe déjà. En place, non pas en lieu, parce que ça ne sera pas mon endroit, je vais y revenir. Dans un premier temps, extension et réhabilitation des surfaces sportives. À l'étage, au-dessus du gymnase, seront regroupés les accueils de loisirs, les Pierrots et celui des plans Catelaine. Dans un second temps, à proximité immédiate, la libération du site de l'accueil de loisirs Les Pierrots permettra d'y aménager la nouvelle médiathèque, justement, dans un bâtiment rénové et spacieux, en remplacement de celle de la rue des Vignes Blanches, construite en préfabriqué. Cette opération sportive et culturelle constitue le projet le plus important des 3 prochaines années. Compte tenu de son ampleur, il devra être réalisé par étapes, le temps de trouver les financements nécessaires. En février, nous allons choisir l'architecte qui va diriger cette opération. Les travaux du gymnase pourraient débuter courant 2025 pour une durée estimée de 18 à 24 mois. Puis, une fois ces travaux terminés, ceux de la future médiathèque pour une durée d'une petite année. Le second projet d'envergure sera l'aménagement d'un parc paysager, écologique et pédagogique en bord de Seine. Ce parc s'inscrivait initialement dans le cadre du
du projet Sport en Rive de Seine, débuté en 2011 et qui fait l'objet d'un véritable marathon judiciaire dont l'épilogue pourrait être cette année. Nous avons décidé de dissocier le parc paysager et de le réaliser sans attendre. Ainsi, la maîtrise d'œuvre et les recherches de subventions ont débuté en 2023. Ce parc de loisirs, situé en face de la Maison des Sportifs, sur une parcelle de 15 000 m², sera ouvert à tous et mettra l'accent sur l'aspect naturel et environnemental de ce site plongeant la Seine. Notre objectif est de pouvoir l'ouvrir au public au premier semestre 2025. Ce parc apportera à notre ville un nouvel espace vert et viendra faire écho au parc de la mairie. Préserver notre environnement est le fil conducteur de nos actions dans notre gestion municipale, en étant souvent précurseurs dans nos initiatives. Ainsi, nous avons renoncé à l'usage des pesticides pour l'entretien des espaces verts dès 2010, soit 7 ans avant leur interdiction. Et nous n'avons pas attendu la crise énergétique pour mettre en place des mesures de sobriété de consommation, comme l'extinction de l'éclairage public, 4 heures par nuit depuis 2017, ou le lancement d'un plan de renouvellement de l'éclairage public en LED depuis 2018. Cette démarche s'accompagne de nombreuses actions de sensibilisation à la protection de notre environnement, menées en partenariat avec des associations locales et des habitants engagés. De plus, grâce au récent diagnostic du patrimoine arboré de la ville, nous réalisons chaque année des campagnes de plantation dans tous les lieux qui le permettent. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je participe personnellement avec la direction des espaces verts au choix des espèces de végétaux pour maintenir la richesse de la biodiversité et veiller à leur adéquation face au réchauffement climatique. Vous pouvez ainsi constater une grande variété d'essences qui embellissent les parcs et jardins de la ville. Gérer nos déchets est aussi un enjeu environnemental trop méconnu. Après le tri des déchets, donc, vient l'incinération, plus écologique que l'enfouissement, et qu'effectue près du château d'eau l'usine du Citru, le syndicat intercommunal pour le traitement des résidus urbains, donc juste à côté de la déchetterie. Grâce à la récupération de la chaleur dite fatale, issue de la combustion des déchets, le réseau de chaleur du Citru produit de l'eau chaude distribuée dans plusieurs villes, dont Carrières-sur-Seine, où de nombreux bâtiments communaux et résidences privées sont raccordés. À ce jour, sont reliés au réseau de chaleur les écoles Jacques Prévert, Alouette et Victor Hugo, le gymnase et le réfectoire des Alouettes, ainsi que le lycée Les Pierres Vives, les résidences Alouette, Monceau, Lapierre et Val-Églantine. Nous travaillons à ce qu'il y en ait plus à l'avenir. La préservation de notre cadre de vie, c'est aussi 8 projets environnementaux lauréats du budget participatif écologique et solidaire de la région Île-de-France. Ils sont réalisés ou en cours de réalisation. Je remercie à cette occasion l'ensemble des carillons qui, par leur vote, ont permis aux projets représentés par la ville d'être retenus et donc de bénéficier de subventions de la part de la région. Toutefois, certains travaux comme la voirie ne bénéficient d'aucune aide extérieure et sont donc intégralement à la charge de la ville. Raison pour laquelle nous étalons leur réalisation dans la durée, comme ce fut le cas pour la réhabilitation du centre historique, débuté en 2013 et désormais achevé avec la fin des travaux de la rue Victor Hugo en décembre dernier. Le résultat est plébiscité par les carillons qui profitent à pied ou à vélo d'un véritable embellissement de notre patrimoine grâce à l'enfouissement des réseaux, le choix de matériaux de qualité et le changement de l'éclairage public, le tout dans un contexte apaisé d'un espace de rencontre limité à 20 km/h. Proche du centre historique, des travaux ont débuté depuis cette semaine sur les berges de la Seine, place des Fêtes, pour une durée de 3 mois. Ces travaux constituent une compensation de l'espace consommé dans le lit de la Seine par la construction du pont ferroviaire traversant le fleuve entre Nanterre et Beson pour le RER dit Éole. Ce projet écologique consiste à créer une mosaïque de milieux aquatiques pour favoriser la reproduction des poissons et le développement de la biodiversité, insectes, oiseaux et autres. D'ailleurs, dans le cadre du développement de cette nouvelle ligne de RER Éole, les élus carillons ont été à l'origine de la création de la passerelle pour piétons et cyclistes accolée à la voie ferroviaire. Cette passerelle a été inaugurée en 2022. Notre objectif est de développer les mobilités douces sur notre territoire en lien avec la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucles-de-Seine, dont c'est la compétence. Ainsi, dans le cadre du réseau Vélo Île-de-France de la région, anciennement RER Vélo, une étude de faisabilité pour créer une piste cyclable rue de la Pâture est en cours, le long de la voie de chemin de fer, pour assurer une continuité vers la passerelle Éole. Ce nouvel axe sera intégralement financé par l'agglomération. Merci donc à la CLGBS et son président Pierre Font. Nos multiples actions développées
en faveur de l'environnement, de la santé, du sport et du cadre de vie ont été reconnus. Et nous avons eu ainsi la joie et la fierté que Carrières-sur-Seine soit récompensée de plusieurs labels. Alors, je vous les cite, la première fleur au label Ville et Village Fleuris, le trophée Cœur de Ville ou Village et sa Ville Fleurie, la première abeille du label Apicité pour notre action en faveur des pollinisateurs. 2 terrains communaux sont mis à disposition de 5 apiculteurs qui élèvent une 60aine de ruches. Le label Commune d'honneur or pour nos actions en faveur du don du sang. Le label Ville active et sportive pour le travail réalisé en faveur de l'activité sportive. Et enfin, le label Terre de jeu pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Je tiens ici à remercier chaleureusement les services de la ville qui accomplissent quotidiennement un travail remarquable et dont l'action est honorée par ces différents labels. Vous pouvez les applaudir. Pour conclure, je souhaite mettre en lumière le dynamisme de notre commune, porté par les associations Carillon et qui se traduit dans plus de 300 manifestations culturelles et sportives organisées chaque année. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des présidents et des présidentes d'associations fédérateurs qui, avec leurs nombreux bénévoles, font vivre intensément notre commune et dépensent leur temps sans compter. Le bénévolat est de plus en plus rare. Vous pouvez aussi les applaudir, s'il vous plaît. Aussi, parmi les nouveaux événements de l'année 2023, nous avons eu le plaisir d'organiser le Festival BD, une promesse de campagne qui a connu un magnifique succès. Il sera donc renouvelé les 1er de juin prochain. Nous avons également eu la chance d'obtenir l'autorisation de la famille du dessinateur Albert Uderzo pour réaliser des fresques d'Astérix dans les cours des écoles maternelles des Alouettes et élémentaires, Jacques Prévert, ce qui est assez rare pour être souligné. Autre promesse tenue, animer la cour du soleil. Cet écrin magnifique en plein cœur de ville. Nous y avons créé un nouveau concept de concert qui ont attiré plusieurs centaines de personnes. Nous y avons installé une maison du patrimoine située dans l'ancienne étable entièrement rénovée et mise en valeur à partir des objets collectés par l'Association d'histoire et de sauvegarde du Vieux-Carrière depuis 1975. Vous retrouverez dans le bilan de mi-mandat distribué cette semaine l'ensemble de toutes nos actions accomplies depuis 2020 et à venir. Il est aussi disponible à l'entrée de la salle des fêtes. Je vous propose maintenant de revivre en images les grands événements de l'année 2023 résumés dans la vidéo des vœux. Avant de remettre les médailles de la ville, je veux saluer et apporter tout mon soutien aux entreprises et commerçants Carillon, qui participent également à la richesse et au dynamisme économique et social de Carrières-sur-Seine et de notre territoire intercommunal. Nous allons connaître cette année un changement d'enseigne pour le supermarché de l'avenue du Maréchal Juin, qui est aujourd'hui un casino et qui va passer dans très peu de temps sous l'enseigne Auchan au cours du deuxième trimestre 2024 à la suite de la déconfiture du groupe de M. Naouri. Je souhaite réaffirmer mon soutien et celui de la ville à tous les commerçants et toutes les entreprises qui participent activement à la vitalité et à l'attractivité de notre ville. Chers Carillon, je souhaite
à chacun d'entre vous et à vos proches une année qui vous procure santé, joie, amour, de la réussite dans tous vos projets et d'être heureux en profitant de chaque instant de la vie. Vive Carrières-sur-Seine, vive la République et vive la France. À présent, je vais inviter à me rejoindre sur scène successivement 3 personnalités liées au monde associatif sportif Carillon cette année olympique pour leur remettre une médaille de la ville. Puis j'appellerai le vainqueur du concours photo de la ville pour l'année 2023 et donc pour la carte de vœux 2024. Tout d'abord, j'appelle Monsieur Patrice Charmeau. Tenez, je vous le donne. Cher Patrice, votre parcours vous ramène toujours vers un même centre de gravité, l'Union sportive de Carrières-sur-Seine, l'USC. À 71 ans, Patrice, vous êtes président de l'association depuis 2019. Vous avez accompagné la vie de l'USC autant que l'USC a accompagné la vôtre. C'est à la suite d'une mutation professionnelle que vous vous installez à Carrières-sur-Seine il y a maintenant 30 ans. Vous vous tournez vers l'USC, attiré par le côté multi-activité de l'association, et vous vous inscrivez à la section tennis. Votre autre passion avec le football que vous avez pratiqué pendant 7 ans au niveau régional. Nous partageons, Patrice et moi, la passion commune pour le football, le tennis et les galettes des rois, paraît-il. Très vite, vous vient l'envie d'intégrer la structure administrative de l'association, vous accédez à la présidence de la section tennis et participez au projet de couverture des 2 cours aux Amandiers. Vous intégrez ensuite le comité directeur de l'USC avant de devenir trésorier général. Vous devenez président de l'association en juin 2019, mais très rapidement, vous êtes confronté aux premières difficultés de votre mandat avec la crise sanitaire du Covid et les premiers confinements. Les fermetures des salles entraînent une perte d'adhérents, mais vous allez vous atteler avec toute votre équipe à conserver un lien avec eux et à trouver les subventions nécessaires au maintien de l'association. Un travail payant car le nombre de licenciés est aujourd'hui supérieur à celui d'avant la crise du Covid. En 2022, Carrières-sur-Seine reçoit ainsi le label Ville active et sportive en récompense de la qualité de ses équipements sportifs et du dynamisme des actions menées en faveur de la pratique du sport pour tous. Elle compte aujourd'hui 24 associations sportives et 5 706 licenciés. Patrice, vous avez souligné que ce que vous appréciez tout particulièrement, c'est la convivialité du club et la qualité du partenariat avec la mairie, qui met gratuitement à disposition toutes les infrastructures de la ville. Nous en sommes élus et services particulièrement touchés. Il faut dire que vous ne manquez jamais de projets, toujours à l'affût de nouvelles disciplines. Vous envisagez de créer une section padel, sport de raquette en vogue qui se joue sur un court encadré de vitres et de grillage et divisé par un filet. Vous souhaiteriez également développer une section pour les personnes handicapées. Cependant, la principale difficulté réside dans le recrutement d'encadrants. Et plus encore, vous nous avez confié qu'il est de plus en plus compliqué de trouver des bénévoles. C'est bien certain. Si la tenue des Jeux Olympiques de Paris est encore une perspective lointaine pour vous, vous nous avez assuré que l'USC va rapidement se pencher sur l'organisation d'événements autour de cette grande messe sportive. Nous attendons ce programme avec impatience. Sans nul doute, les Jeux Olympiques permettront de mettre en lumière des disciplines peu médiatisées et amèneront des carillons et carillonnes vers la pratique sportive, s'il en reste encore à convertir. Le succès des athlètes français y contribuera certainement aussi. Vous nous rappeliez, Patrice, que vous aviez assisté à une nette augmentation des inscriptions après la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros en 1983 ou après la victoire de l'équipe de France de football lors de la Coupe du Monde en 1998. À la retraite depuis 4 ans, vous avez toujours une vie bien remplie à la présidence de l'USC. Et ce n'est pas la moindre de vos activités. Vous y consacrez plusieurs jours par semaine. Et si l'état de votre genou vous a contraint à mettre un frein à vos joutes tennistiques, vous n'envisagez pas de vous éloigner de votre club pour notre plus grande joie. Merci beaucoup, Patrice. Nous sommes très heureux de vous remettre cette médaille. Tenez. Merci beaucoup. Vous voulez peut-être dire un mot ? Oui. Allez-y, je vous en prie. J'avais dit. Oui. Agnès, oui. Lisez-y, je vous en prie. Monsieur le maire a déjà anticipé sur les quelques notes que j'avais préparées pour
intervenir aujourd'hui en parlant de la difficulté du bénévolat et en parlant aussi, et je confirme, de la qualité du partenariat entre la commune et l'association. Mais bon, je vais le redire, il faut mieux que le dire 2 fois que pas du tout. Donc, en premier lieu, je tiens à remercier toute l'équipe municipale pour la reconnaissance des services que j'ai pu rendre au sport et aux activités sportives et physiques en général, et au sein de l'association sportive de Carrières, en particulier, depuis de très nombreuses années. Je souhaite associer à cette remise tous les dirigeants bénévoles de nos sections sportives, les éducateurs sportifs et les professeurs, le personnel administratif de notre club Omnisport, et qui m'ont tous aidé pour les uns et accompagné pour les autres dans mes fonctions successives au sein du SC, telles que Monsieur le maire les a décrites, et m'a permis d'assumer mes responsabilités récemment de président. Alors, je ne citerai pas la liste et le nom de toutes ces personnes, elle serait trop longue, mais il y en a beaucoup dans la salle et tout le monde se reconnaîtra. Ma passion pour le sport avec un grand S, au-delà du football et du tennis que j'ai pratiqué, et pour toutes les activités sportives et mon sentiment d'être utile à tous m'ont toujours fait avancer dans ma tâche sans état d'âme et avec plaisir chaque jour. Je voulais signaler en conclusion la qualité du partenariat, donc je l'avais mis, de notre association avec la municipalité de Carrières et qui ne se dément pas année par année depuis longtemps. Et en conclusion aussi, il est encore temps pour venir nous rejoindre, pour pratiquer votre sport ou votre activité physique. Nous avons aussi de la danse, du yoga, de la zumba, dans une ambiance amicale et familiale. Et en dernier lieu, je dirais, on a une section karaté très active. Malheureusement, on n'aura sûrement pas de médaille d'or aux Jeux Olympiques, à notre grand regret, puisque la discipline a été enlevée du périmètre des Jeux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Brice. Merci beaucoup. Merci, Brice. Merci infiniment. J'appelle maintenant Albert Marquez. Cher Albert, toujours en tongs, été comme hiver, c'est fantastique. Alors, Albert, j'ai été très touché d'apprendre ta joie d'être mis à l'honneur et plus encore que cela t'ait donné la force pour couvrir les 200 km en autosuffisance dans le golfe Persique où tu étais cette semaine. Ce que tu as accompli est un exploit exceptionnel et à plus de 62 ans. C'est fantastique. Tu es un exemple pour nous de courage et de ténacité. Tu sais que nous partageons cette passion commune pour le sport. Albert, tu es carillon pure souche, né à Carrières-sur-Seine. Tu n'as jamais quitté ta chère ville natale. Ton père s'y est installé en 1949. Tu nous as confié que ce moment, aujourd'hui, dans cette salle des fêtes, était comme une médaille pour lui, car c'est lui qui t'a donné le goût pour le sport. Mais c'est à l'armée, où tu as passé plus de 3 ans, que tu découvres la course à pied à l'âge de 20 ans. Cette discipline devient pour toi, de tes mots, un loisir, un plaisir, mais aussi, il faut bien l'avouer, une forme de drogue, comme certains le confessent. Mais c'est une drogue tout à fait acceptable. Depuis, tu sillonnes le monde, du marathon des sables qui se déroule au Maroc, à la Diagonale des Fous, ultra-trail organisé dans l'île de la Réunion. Cette passion t'a conduit à créer l'association Les Furieux du Bitume, qui vise à favoriser la pratique de la course à pied sous toutes ses formes par l'organisation de séances d'entraînement, l'information, la participation aux courses de tout type, organisées en France comme à l'étranger. L'idée de cette association a germé dans ton esprit et celui de ton meilleur ami dès 1998 dans l'espoir de susciter l'intérêt pour la course à pied auprès de tous. Mais c'est en 2004 qu'elle verra officiellement le jour. Elle compte aujourd'hui 30 adhérents, des furieux comme toi, pour qui la course fait partie intégrante de leur vie, quelles que soient les conditions climatiques. Albert, tu as aussi assisté aux différentes évolutions de la ville, et je sais que tu apprécies toutes les initiatives permettant de la dynamiser, notamment par la pratique sportive,
et notre soutien dans ces initiatives. Ainsi, quand tu as créé la fameuse course, la Furieuse Carillonne, la ville t'a soutenu dans son organisation. La 9e édition est déjà en route et se tiendra le 13 octobre prochain. Tu décris cet événement sportif devenu incontournable comme une course familiale et bon enfant, où toutes les générations se côtoient, un moment sympa pour tout le monde. 2025 marquera la 10e édition de cette course et tu envisages déjà de nouveaux parcours un peu plus longs, passant par les terres. La tenue des Jeux Olympiques en France est pour toi une immense fierté. Tu as déclaré « Quand on est sportif, on ne peut que se réjouir que cet événement soit organisé dans notre pays ». Ainsi, tu prépares l'été furieux au marathon pour tous de Paris 2024, où des athlètes amateurs emprunteront le même parcours que le marathon olympique. Et avec tout ça, carreleur de métier depuis tes 14 ans, tu possèdes aussi une entreprise dans le bâtiment dont le carnet de commandes ne désemplit pas. Ton secret de jouvence, si on fait ce qu'il faut pour son corps, tout le reste peut suivre. À méditer. Ton prochain défi sportif est de nouveau les 250 km de course dans le désert du marathon des Sables en avril prochain. Décidément, tu ne t'arrêtes jamais. Bravo et merci, Albert. Tu veux dire un mot ? Bonsoir, bonjour à tous. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à la commune de Carrières, ainsi qu'à tous les élus. Et en dehors de ça, tout ce qu'il vient de citer Arnaud, tout est vrai, il n'y a pas de souci. Je voulais aussi, pour le nouveau parcours qui aura lieu l'année prochaine, non, cette année, pardon, pour cette année, il sera plus grand, plus sympa, plus convivial et surtout plus dans la nature. Donc, il y a 2-3 km en plus, c'est pas énorme, hein, mais bon, vous pouvez le faire. Il suffit de mettre un pied devant l'autre, comme je dis depuis toujours. Et je tenais vraiment à remercier à tous les élus particulièrement qui m'ont soutenu pour un projet qui me tenait à cœur depuis quelques années et avec Arnaud ici présent, m'a permis de le réaliser. Donc je pense qu'on va le réaliser vers le mois de mars dans le Vieux-Carrières, avec son accord, bien sûr, et vous en saurez plus quand vous passerez devant chez moi. Je vous remercie à tous et une bonne journée. Merci beaucoup, Albert. Vous avez remarqué, c'est un as du teasing. Hein. Albert, merci beaucoup. Merci à toi. J'appelle maintenant Christophe Albuquerque. Bonjour Christophe. Dire que vous incarnez le judo à Carrières-sur-Seine n'est pas un vain mot. À 40 ans, vous n'avez connu que le Jiu-Jitsu Club de Carrières-sur-Seine. Aujourd'hui, entraîneur et responsable du club, vous avez gravi tous les échelons et conquis toutes les ceintures. Inscrit par vos parents à l'âge de 6 ans, car vous bougiez beaucoup, selon eux, vous obtenez la ceinture noire dès l'âge de 15 ans. Vos professeurs vous remarquent et vous choisissent souvent comme assistant pour les aider dans leurs séances. Vous prenez goût à la pratique du judo autant qu'à son enseignement et c'est ainsi que vous décidez, à 18 ans, de passer 2 diplômes en parallèle afin de devenir professeur d'EPS, mais également de judo. Vous reprenez le club en 2015 avec votre ami Michael Dancé-du-Vivier, décédé malheureusement en 2020. Désormais, seul à la tête de la structure, vous continuez également d'entraîner. Le JJCC propose aujourd'hui 4 disciplines pour tous les âges et à tous les niveaux. Les baby judo pour les 4-5 ans, le judo et jiu-jitsu fighting pour les enfants et les adultes, le taïso en préparation physique et le jiu-jitsu brésilien, Newaza, pour le travail au sol. Vous nous avez confié que le judo club de Carrières-sur-Seine est un peu devenu votre deuxième maison. Vous y êtes inscrit depuis votre enfance et vous passez toutes vos semaines. Vous avez bien tenté d'autres clubs à l'adolescence quand vous faisiez des compétitions, mais vous êtes toujours resté attaché à l'ambiance familiale qu'il y a dans celui de Carrières-sur-Seine. J'ai été heureux d'entendre, cher Christophe, que vous louez les excellentes relations avec la mairie et que vous êtes satisfait du développement de notre politique sportive ambitieuse et volontariste, selon vos mots. Effectivement, nos bonnes relations et votre passion engagée ont permis de rassembler plus de 600 combattants lors de l'organisation du dernier tournoi départemental du trophée annuel de Carrières-sur-Seine. Le judo a effectivement très bonne presse ici et nous comptons près de 300 adhérents qui y retrouvent sans nul doute les valeurs communes primordiales du partage et de l'éducation.
Christophe, vous perpétuez ainsi la tradition d'un art martial dans un club fondé en 1957 et qui a vu passer des générations de carillonnes et de carillons, dont des élèves que vous avez entraînés dès l'âge de 4 ans et qui sont allés jusqu'à la ceinture noire. Vous commencez même à donner des cours à des enfants dont les parents étaient aussi vos élèves. Ça donne un petit coup de vieux, n'est-ce pas? Christophe, vous pouvez être fier des excellents résultats de votre club, dont le dernier en date a vu la jeune Rokia Tunkara, 17 ans, sacrée championne de France cadette de 2e division en 2023. Lors de son sacre, elle a déclaré que vous l'aviez suivie depuis ses débuts et que vous vous étiez investi sans compter. Son frère suit, semble-t-il, les mêmes traces que sa sœur. Cette année olympique va certainement voir émerger de nouvelles vocations et un engouement plus fort encore pour cette discipline. Vous le savez, nous ferons notre possible pour vous aider à satisfaire la demande de ces nouveaux combattants en herbe. Et donc, nous allons continuer à travailler pour moderniser les équipements publics et travailler à faire en sorte de proposer les meilleures solutions pour les carillons qui font du judo avec vous, que ce soit dans les différents gymnases de la ville. Merci beaucoup, Christophe. Tenez. Bravo. Et merci également à votre épouse qui travaille avec vous dans ce cadre. Je vous en prie. Bonjour à tous. Alors effectivement, le temps passe très vite. J'ai commencé, donc, comme monsieur le maire l'a dit, à 6 ans par hasard au judo, parce que je bougeais beaucoup. Et 34 ans après, je suis toujours dans la même salle. Et cette fois-ci, je ne suis plus élève, mais professeur. Donc le temps passe très vite, mais le club de judo c'est plus qu'un club, c'est une grande famille où on voit les enfants, ils rentrent à 4 ans, on les suit pendant de longues années. On leur permet de se développer, de grandir avec nous pour leur donner tout ce qu'il faut pour réussir dans leur vie. Donc c'est très important et c'est important pour nous de voir leur évolution et d'obtenir notamment leur ceinture noire. C'est un diplôme important pour nous au judo. Je voulais aussi remercier la mairie, effectivement, pour leur appui. Nous organisons beaucoup d'événements avec le club, notamment notre compétition qui amène beaucoup de combattants. 600 combattants, c'est énorme sur une journée. On a parlé de la Furieuse Carillonne, on y a participé sur le challenge des associations aussi. Donc on est prêt encore cette année à le refaire. Le forum, les fêtes de fin d'année. Donc tout est mis en place par la mairie pour nous aider. Je voulais remercier aussi ma famille aussi, bien sûr, ma femme et mes enfants qui m'encouragent et qui me supportent surtout sur le judo. C'est toutes mes absences, donc merci à eux. Merci beaucoup, Christophe. Comme vous l'avez compris, et je l'ai déjà dit, le sport tient une place particulière à Carrières-sur-Seine et nous sommes totalement convaincus de son lien immédiat avec la santé. Donc, c'est une période de vœux. Donc, si vous n'avez pas pris toutes les bonnes résolutions, faites du sport cette année, faites de l'activité physique, quel que soit votre âge, ça vous maintiendra le plus longtemps possible en bonne forme. J'appelle maintenant Alain Stoll, qui est le grand gagnant du concours photo 2023. Ma ville, mon patrimoine. Bonjour, cher Alain. Rebonjour. C'est avec cette magnifique photo du centre historique de Carrières-sur-Seine que vous avez remporté le concours. Photo qui a donc servi à illustrer, comme le veut la tradition, nos cartes de vœux pour cette nouvelle année et vos invitations pour la cérémonie d'aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous auront peut-être reconnu votre touche. Ce ciel jaune doré, si caractéristique de certains de vos clichés. À l'image de celle-ci, prise un après-midi de novembre dernier depuis le parc de la mairie. Vos photos mettent souvent merveilleusement en avant notre centre historique, ses vieilles bâtisses, ses rues pavées et notre beau village de manière générale. Village que vous connaissez très bien puisque vous y vivez depuis l'enfance. Vous avez d'ailleurs commencé la photo très tôt, vers 11-12 ans, à l'époque des pellicules et des appareils photo argentiques.
mais vous n'en avez pas fait tout de suite votre métier. Ingénieur dans l'industrie, aujourd'hui en retraite, ce n'est qu'en 2015 que vous vous lancez comme photographe professionnel à la suite d'une exposition de certains de vos clichés au Lavoir, donc sur les bords de Seine à Carrière. C'est d'ailleurs cette même année, en 2015, que vous remportez déjà une première fois le concours photo de la ville avec une représentation de Carrière-sur-Seine sous la neige. Déjà à cette époque, votre style nous avait tapé dans l'œil. La ville a fait ensuite appel à vous pour couvrir les événements qu'elle organise et nombre de vos clichés ont alors été publiés dans les Carrières magazines notamment. Certaines de vos œuvres sont d'ailleurs exposées dans cette salle des fêtes, ici, le long des murs, sur les grilles du parc de la mairie, pendant les journées du patrimoine. Votre talent et surtout votre passion vous poussent à créer en 2017 un club photo dans notre ville, le Monde de l'Image à Carrière-sur-Seine, plus communément appelé le MIC. Votre objectif en créant cette association était de permettre aux débutants comme aux plus expérimentés d'échanger leur savoir-faire, leurs techniques et astuces. Chacun apprend ainsi de l'autre et vous remarquez d'ailleurs vous-même qu'au fil des années, les membres de votre association se perfectionnent et deviennent de plus en plus créatifs. Ceux qui connaissent le MIC ou en sont membres, parlent tous d'un club chaleureux et bienveillant et qui vous ressemble en d'autres termes. D'ailleurs, je crois qu'il y a une liste d'attente particulièrement importante. C'est d'ailleurs pour donner l'exemple que vous avez participé à ce concours photo de la ville et avez même organisé pour cela une sortie photo avec d'autres membres du club. Plusieurs d'entre eux ont concouru et même 7 d'entre eux ont terminé dans les 10 premiers. Votre partage d'expérience et votre générosité y sont sans nul doute pour quelque chose, même si votre modestie vous incite à considérer cette première place comme une récompense collective. Quoi qu'il en soit, bravo et merci de votre participation et de votre regard si particulier qui sait si bien mettre en lumière les beautés de notre ville. Merci, cher Alain. Merci à vous. Vous voulez dire un mot ou... Non, c'est bon. Merci. Écoutez, il me reste, en guise de conclusion, à réitérer tous mes vœux de bonne santé, de bonheur à chacun d'entre vous et vous convier maintenant à partager avec nous un verre et de quoi vous sustenter après ces si longs discours. Merci à vous tous. Bonne année à tous.